Bonsoir, l'invité de la semaine ce jour, c'est Ferdinand Nana Payon. C'est un passionné de la lecture. Seule l'évocation de son nom impose le respect. Il est l'invité de la semaine ce jour et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de lui souhaiter un joyeux anniversaire puisque ça fait 30 ans que la Bourse du Livre existe. Nana Payon, Ferdinand, bonsoir. Bonsoir Madame le rédacteur en chef et je suis très honoré de faire partie des premiers invités de votre très original plateau. Alors, joyeux anniversaire, ça Merci. fait 30 ans. Oui, bientôt. Nous avons commencé un processus pour célébrer les 30 ans parce que nous avons, en 1991, commencé sans que le public ne soit informé. Et nous estimons qu'en juin, lorsqu'on aura effectivement bouclé les 30 ans publics, eh bien, on devra au moins enregistrer une trentaine d'événementiels autour du livre. Des souvenirs, des regrets? Oui, beaucoup de souvenirs. Un seul regret, c'est que j'ai la chance, lorsque je vais dans divers endroits, qu'on m'interpelle par ce concept Bourse du Livre. Ça m'ouvre très souvent les portes pour me refaire ma carte d'identité. Il y a quelques semaines, je suis allé à la Cour suprême pour rencontrer un frère. Et en sortant de là, je voulais aller au service qui délivre les certificats de nationalité. Lorsqu'une dame m'a croisé dans les couloirs et m'a demandé ce que je faisais là, elle m'a dit, mais c'est Bourse du Livre. Elle a abandonné ce qu'elle voulait faire. Elle était en train d'aller déjeuner. Elle m'a pas tenu par la main, mais presque. Elle m'a amené et en 1 heure de temps, j'ai eu mon certificat de nationalité. Ça fait partie des richesses. Ça fait, voilà. Et le lendemain, je suis allé au commissariat pour prendre des renseignements. Commissariat de Bastos, pour ne pas le citer. Pour prendre des renseignements, il y a un autre policier qui me dit, mais c'est grâce à vous que j'ai pu continuer les études après la classe de 3e. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, vous pouvez faire beaucoup de choses. Je voulais me renseigner, qu'est-ce qu'il faut pour la carte d'identité? Il me dit, bon, venez, on va vous faire la photo, vous allez faire ci. Je dis, non, je ne suis pas prêt. Il faut quand même que j'aille m'apprêter, que j'aille chez le coiffeur. Et donc, vous voyez, voilà des privilèges qu'on rencontre. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ce métier. J'ai le regret de me rendre compte que c'est loin d'être la panacée. Parce que nous sortons de la reprise, la mise en route de ce concept, comme il était à l'époque, un peu pour préparer les gens aux nouveaux projets, aux nouveaux services et produits. Et je me rends compte, malheureusement, qu'il y a une régression énorme. Ça veut dire que, de ce point de vue, je considère que j'ai échoué. Parce que mon but, c'était de permettre aux familles d'envoyer les enfants à l'école, mais aussi de développer le goût de la lecture, de partager le plaisir et le bonheur du livre avec tout le monde. On évoquera cette problématique-là tout à l'heure, mais je voudrais vous demander comment est-ce que vous arrivez dans cette mouvance du marché du livre, parce qu'on sait qu'on ne rapporte pas, ça ne rapporte pas assez d'argent. Comment vous faites pour vous retrouver là-dedans? Alors, moi, je ne suis pas mu par le goût du lucre. Mon père était un militaire. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'argent, hein, mais ce n'est pas ça qui me fait me lever le matin lorsque je suis fatigué. Ce n'est pas ça le ressort qui me lève. Je suis plus dans la volonté de faire quelque chose qui me passionne. Si ça peut me permettre de vivre, évidemment, je le ferai. Mais si ça peut me permettre de vivre sans que les autres n'en profitent, je crois que si j'aligne tout ce que j'ai fait de ma vie professionnelle, il n'y a pas une seule chose qui m'a passionné sans que je ne trouve l'intérêt de l'autre. Parce que je pense que dans la vie, c'est quelque chose, ça doit être un échange. Chacun doit y trouver son compte. Et donc dans le livre, je crois qu'il y a des choses à faire. Je suis convaincu qu'il y a des choses à faire. Et votre avis est pertinent, effectivement. Il n'y a pas d'argent, c'est vrai. Il y en a même qui sont même surpris. Il y en a même qui se moquent de moi. Mais, comme dirait l'autre, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et moi, je suis toujours dans le challenge, sans que ce soit un challenge prétentieux, de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas résoudre ce problème? Et je sais qu'on peut le résoudre. Et l'une des formules pour résoudre, c'est celle que modestement nous apportons. Et je pense que si nous sommes appuyés,
comme ça a toujours été le cas par le public, mais plus que par le public, c'est-à-dire par les pouvoirs publics, je pense que nous pouvons arriver à résoudre ce problème et donner aux gens envie de lire. Les tests que nous avons faits l'ont démontré, encore la semaine surpassée à Yaoundé. En une semaine, nous avons reçu à peu près un peu plus de 1000 personnes, 1142 personnes exactement, en 5 jours, une petite semaine. Mais vous parlez de livres. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles technologies, les gens s'intéressent à la lecture? Est-ce que vous pensez que le combat que vous menez est un combat que vous allez gagner au finish, avec tout ce qui se passe avec les nouvelles technologies? L'une des conférences que nous avons envisagées a pour thème « Est-ce que le numérique va tuer le livre physique ou bien le réinventer ?» C'est pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a les nouveaux outils qu'il faut tout arrêter. Mais tous ceux qui excellent, qui réussissent, qui dominent dans ce domaine-là, le dominent parce qu'ils ont atteint un certain niveau. Et ce niveau qu'ils ont atteint, c'est par le livre. Tous les dirigeants du monde, à quelques rares exceptions près, tous ceux qui occupent des postes de responsabilité dans nos administrations, ici et ailleurs, l'occupent parce qu'ils ont lu. Et le livre, à mon avis, aujourd'hui, c'est le seul support que vous pouvez lire sans être repéré. Si vous utilisez votre smartphone, votre tablette ou bien votre ordinateur, votre laptop, eh bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez, on peut vous repérer. Alors qu'avec un livre, ben, personne ne saura où vous êtes et personne ne viendra même découvrir dans quelle est la page que vous lisiez. Alors que si j'ouvre votre smartphone ou bien votre laptop après vous, je saurai tout ce que vous avez fait. Donc il y a une certaine intimité qui reste dans le livre. Et le livre, c'est le document que, à la limite, qu'on ne partage pas. C'est le document qui est... c'est le reste de votre vie qui est dans le livre parce que vous l'avez feuilleté, parce que vous l'avez humé, parce que vous avez trouvé un passage. Un moment d'intimité avec son livre. Oui, 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 oui. Et c'est ça que moi j'ai envie de partager avec les gens. Moi je suis toujours très admiratif devant les gens qui lisent. Mais malheureusement nous sommes piégés justement par ces outils. Parce que quand vous y allez pour voir si vous avez reçu un message ou bien un coup de fil, vous oubliez pourquoi vous y êtes allé. Et vous passez 1 heure à regarder voir si plus, vous avez... hein. Voilà, voir plus. Donc c'est un piège dont nous pouvons sortir grâce au livre en nous disciplinant. Pour revenir donc à ce qui nous rassemble également, vous célébrez le 30e anniversaire en pleine rentrée scolaire et on parle de manuel scolaire. On utilise ces livres-là dans les formations, dans nos écoles, universités et lycées. Il y a 3 ans, le Premier ministre a mis en place une nouvelle réforme du manuel scolaire. Mais qu'est-ce qui se passe, Ferdinand Nana Payon, pour qu'on ait toujours des grincements dedans à chaque rentrée scolaire s'agissant de ce manuel scolaire? Avant ça, il y avait du désordre. Le Premier ministre a pris un arrêté, un décret même je pense, pour instituer le livre unique. Avant, toujours le Premier ministre, pas celui qui a signé le dernier décret, un Premier ministre avait décidé qu'on pouvait avoir 3 livres par matière. Et c'était lourd. Et par classe. Mais il y en a qui allaient à 7 livres. Donc le milieu du livre était vraiment devenu un milieu commerçant parce qu'il fallait aller convaincre les chefs d'établissement de mettre le livre de tel éditeur au programme. Les établissements étaient envahis par les délégués des éditeurs. Aujourd'hui, le Premier ministre a sonné la fin de la récréation. Il a dit qu'il faut 1 livre par matière et par classe. Si votre enfant est en CIL, eh bien, il aura 1 livre de français, il aura 1 livre de mathématiques, il aura 1 livre de TIC, il aura 1 livre de sciences. Alors qu'avant, il y avait un choix entre 3 ou même parfois plus. Donc, aujourd'hui, par exemple, en CIL, vous avez la possibilité avec 12 000 francs d'avoir tous les livres de l'enfant. Si cet enfant passe au CP, celui qui le suit peut utiliser ce livre l'année prochaine ou même dans 2, 3, 4, 5 ans parce que lorsque le livre est mis au programme, c'est pendant 6 ans. De ce point de vue, je pense que le gouvernement, à travers le conseil d'agrément, a fait un travail et fait un travail remarquable de ce point de vue-là. Parce que ça permet aux familles de faire des économies, ça permet à celui qui est au CP, mais je dis bien celui qui est au CP, de faire des répétitions à son petit frère ou à sa petite soeur qui est à la CIL parce que lui, il a lu ce livre-là. Alors que s'il n'avait pas lu ce livre, son grand frère, qui est censé savoir tout, ne serait pas capable de lui faire. Les parents auraient acheté d'autres livres
que de donner ce livre s'ils sont bien entretenus naturellement. Et puis, ça permet aussi, si on regarde au niveau supérieur, CM2, BEPC, etc., on se rend compte qu'il y a une harmonisation des niveaux et des programmes, de telle sorte qu'un enfant qui est à Kupa Matapi ou bien à Moulvoudaï dans l'extrême nord et celui qui est à Yaoundé vont composer pour le BEPC à niveau égal. C'est-à-dire que lorsque les profs ou les enseignants vont proposer des épreuves pour les examens, ils le feront sur la base des curricula, des programmes, mais surtout d'un seul livre que tous les enfants du Cameroun ont lu, si tant est que ceux qui sont dans cet arrière-pays ont reçu les livres, parce que c'est toujours quelque chose qu'on n'a pas encore pu résoudre. Mais puisque vous parlez de grincement de dents, en ce moment, le vrai grincement de dents, qui est de mon point de vue honteux et scandaleux, c'est que certains éditeurs, notamment français, qui ont pignon sur rue, qui ont des moyens, qui ont gagné des marchés il y a à peu près 7 mois pour le primaire, 8 mois même, et 5 mois pour le secondaire, n'ont pas pu nous mettre les livres sur le marché. Mais justement, s'agissant de cette problématique-là, on a eu la liste des livres, des listes plusieurs mois avant la rentrée scolaire. Mais comment expliquer que 2 semaines, nous sommes pratiquement à la 2e semaine de la rentrée scolaire, qu'on n'ait rien du tout sur pratiquement rien, plus ou moins, de ce manuel-là sur le marché? Ça s'explique simplement parce que vous êtes des Camerounais et puis vous ne comptez pas pour des gros industriels. Parce qu'il n'y a absolument pas de moyen d'expliquer cela. Pour 2 ou 3 raisons, très rapidement. Lorsque les programmes sont sur 6 ans, ça veut dire que si vous investissez, il n'y a pas un financier qui refusera de vous prêter de l'argent parce qu'il a la certitude que nous sommes, si je reprends un peu l'histoire de l'économie, nous sommes quasiment en économie de production. C'est-à-dire que le facteur clé de succès, c'était de produire. Il n'y a pas de concurrence parce que pendant 6 ans, sauf si vous faites des bêtises, comme ce que certains éditeurs ont fait. Pendant 6 ans, votre livre au programme. Si le marché potentiel est de 50 000 exemplaires, vous pouvez décider, parce que vous avez le financement, les moyens, de tirer 250 000 exemplaires en vous disant que bon, ben, ça peut doubler, ça peut être à 100 000 exemplaires. Mais même si c'était à 50 000, le fait que vous ayez multiplié par 5 la production du potentiel du marché, le fait que vous ayez multiplié par 5 fait que, en termes d'économie d'échelle, parce que c'est très important en imprimerie, le coût unitaire va revenir parfois même 4 fois moins cher. Là où ça vous aurait coûté 500 francs l'unité, vous le payez à 100 francs parce que vous avez multiplié la production peut-être à 4 ou 5 fois plus. Donc, il n'est pas normal que des gens de ce niveau-là ne puissent pas, eux, comprendre cela. Et en plus, lorsqu'on parle même des livres, il ne s'agit pas de tous les livres qui ont été mis au programme. Cet éditeur, qui est un consortium de grands groupes, parce qu'il y a plusieurs éditeurs en un seul de ce pays-là, quand vous vous rendez compte que 80% de livres absents du marché sont des livres qui sont au programme depuis. Mais pourquoi, Ferdinand Nana Payon, qu'on se retrouve avec cette problématique-là, justement, est-ce que les éditeurs camerounais ne peuvent pas gérer le manuel scolaire, les livres au Cameroun, pour que chaque fois on puisse recourir aux éditeurs étrangers et se retrouver à de pareilles situations? Bon, là, c'est vrai que c'est la journaliste qui parle, mais c'est aussi la patriote. Vous pensez d'abord à votre pays. Mais le problème, si les gens respectaient le Cameroun, on n'en serait pas là. Maintenant, effectivement, on peut faire appel aux éditeurs locaux. On peut les classer en 3 groupes. Il y a ceux qui ont les moyens et qui font du bon travail. Il y a ceux qui ont les moyens mais qui sont des commerçants. Il y a ceux qui sont prêts à faire du travail mais n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 6 d'éditeurs nationaux sur à peu près une trentaine dont les livres ne sont pas sur le marché. Mais la question, c'est comment respecter les engagements? Comment respecter les engagements qu'on a signés sur le cahier des charges? Eh bien, le conseil d'agrément a bien opportunément décidé que vous soyez étranger ou national, vous devez avoir un entrepôt au Cameroun. Si vous êtes un éditeur français ou espagnol, eh bien, si vous imprimez là-bas, eh bien, il faut que vos livres soient rendus au Cameroun dans votre entrepôt dont vous répondez. Aucun des éditeurs étrangers, et peut-être que je me trompe,
aucun des éditeurs étrangers n'a d'entrepôt au Cameroun. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils ne croient pas au Cameroun. Ça veut dire comme les BTP, montrez-moi le siège d'une entreprise de bâtiments et travaux publics ici au Cameroun si ce ne sont pas des entreprises nationales. Donc je rejoins votre question, oui, pourquoi ne pas faire confiance aux nationaux? Mais les nationaux, oui, allez-y. Les nationaux ont un problème de technicité pour la majorité. Ils n'ont pas de subventions, puisqu'ailleurs, dans d'autres pays africains, il y a des subventions, un peu comme au Tchad. Je suis d'accord avec vous, effectivement. On devrait pouvoir, mais à un moment, il y avait le CEPER. Le CEPER était là pour ce genre de choses, pour accompagner les éditeurs nationaux, les éditions nationales. Il faut qu'on revienne à ces fondamentaux-là. Je suis d'accord avec vous qu'il faut les accompagner, il faut les subventionner. Bon, vous savez ce que c'est que les subventions, parfois, c'est des subventions à tête chercheuse. Si on permet à certaines personnes de réussir alors qu'elles viennent de loin, il serait dommage de ne pas permettre aux nationaux. Elles viennent de loin et elles sont subventionnées. Il serait dommage que pour les nationaux, on n'envisage pas ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Est-ce que ce n'est pas une mafia qui est en train de se créer au grand désarroi des parents, des élèves qui sont appelés déjà à reprendre les cours dans un contexte de crise sanitaire, transformé en crise économique? Moi, je ne me suis pas limité à cette question. Mais évidemment, votre rôle, c'est de poser des questions. Même si vous avez des informations à ce que je vois, ça transparaît dans vos questions. Oui, c'est la mafia. Mais comment nous pouvons briser la mafia? Nous pouvons briser la mafia en trouvant des formules, comme celles que nous avons trouvées, de mettre à la disposition des enfants, des familles, des livres à 5 francs par jour, le livre, avec l'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées. Ça, ce sont des formules qu'on peut très rapidement mettre en place. Nous avons déjà expérimenté, ça marche très très bien. C'est exactement ce qui se fait dans les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une école qui n'a pas de bibliothèque. Pour éviter que ces livres soient volés, on peut l'encadrer en créant des GIC, des groupements d'intérêt collectifs, avec les communautés, avec les associations de parents d'élèves et tout ça. Mais évidemment, pour casser la mafia, il faut trouver des formules et nous avons les formules. Il manque simplement, comme c'est souvent le cas, la volonté de passer à l'étape supérieure. Mais j'ai senti dans l'approche du gouvernement à qui j'ai proposé ces formules-là, qui avait un regard bienveillant, qui avait un regard attentif. Et je me dis que 7 mois de vacances forcées pour nos enfants, les conditions de reprise avec certains en mi-temps vont nécessairement nous rappeler à une autre situation. On ne peut plus faire comme avant. Un enfant qui avait l'habitude d'aller à l'école le matin et rentrer le soir et qui fait mi-temps, ça peut poser un problème si on n'encadre pas ça, s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Un enfant qui est à la maison toute la matinée, eh bien, il va repartir au smartphone, il va être sur Facebook et à midi, quand il va aller à l'école, il sera fatigué. Donc comment entretenir cet enfant avant qu'il n'aille à l'école? On l'intègre en intégrant dans sa tête que tu as beau être à la maison le matin, tu es quand même déjà à l'école. C'est le livre qui peut être la solution. À mon avis, il n'y en a pas deux. Et quand il revient à midi, eh bien, il peut se reposer et repartir. Mais il faut qu'il y ait des bibliothèques de proximité. Et c'est ça que nous proposons. Et je pense que dans les jours ou les semaines qui viennent, nous allons mener une grande tournée pour le présenter aux différentes communes qui nous ont déjà... Enfin, nous irons prioritairement vers celles qui ont déjà fait appel à nous. Parce que nous pensons que vraiment, si on ne fait rien, il nous restera simplement nos yeux pour pleurer parce que la situation est critique. Vous faites bien de parler de propositions. Il y a le ministre de l'Éducation de base qui a annoncé la distribution des livres, près de 4 millions de manuels scolaires. Vous, qui êtes amoureux du livre, votre réaction? Ah, mais moi je trouve que c'est très bien. C'est même pas assez, mais c'est déjà quelque chose de formidable. Mais il se trouve que ce sont des livres de français, d'anglais et de mathématiques. Et peut-être qu'il faudrait aller un peu plus loin, sciences, technologie, etc. Et ça touche uniquement les classes de CIL et de CP. L'année prochaine, ils vont graduellement monter en CE1, CE2 et ainsi de suite. Mais nous pensons que c'est le sens qu'il faut donner à la politique de l'éducation.
Mais vous répondez quoi aux gens qui vous disent que cette donation-là, vraiment, ça n'a pas sa raison d'être? Parce que combien d'enfants dans l'arrière-pays pourront bénéficier de ce livre-là? Ça va arriver quand? Dans les villages qu'on retrouve par exemple dans l'extrême nord, etc. Le seul bémol que moi je mets à ça, c'est quelle est la destination du livre? Est-ce que le livre va être la propriété de l'enfant? Est-ce que le livre va être la propriété de l'établissement? Est-ce que l'enfant va remettre le livre à la fin de la journée après avoir fait le cours? Est-ce qu'il va repartir à la maison avec le livre pour compléter le cours du prof? Auquel cas, quelle est la garantie qu'il va ramener le livre? Ça, ce sont des questions qui, de mon point de vue, n'ont pas trouvé de réponse. Mais il faut que l'État ne se prive pas de l'expertise privée. Parce que c'est dans notre intérêt. Je veux dire que... Oui, c'est dans notre intérêt à nous tous. Parce qu'il y a des solutions que nous avons expérimentées ici et ailleurs. Il y a des solutions. On peut, me semble-t-il, on aurait pu envisager d'associer les communes. Parce qu'elles ont quand même cette proximité avec les parents. Mais si le livre est mis à la disposition de l'établissement scolaire, à Bafia par exemple, ou à Bokito, eh bien, dans ce collège, dans cette école de Bokito, il faut que le directeur de l'école ait un endroit qui est clos, qui est sécurisé. Mais si le directeur de l'école doit chaque jour partir avec ses livres sur sa moto pour les garder chez lui, ça peut poser un petit problème. Si par la suite, ces livres sont volés et qu'on les retrouve au poteau ou dans les bourses du livre, ça veut dire qu'on a mis une excellente idée en application, mais on n'a pas tenu compte des freins ou bien des menaces qui peuvent entourer le projet. Mais moi, je pense que c'est un projet qu'il faut saluer, mais j'appelle les pouvoirs publics à nous associer, parce que nous pouvons donner quelques idées. Je l'ai vécu avec le sida, où je disais que ce n'était pas aux médecins de parler de sida, mais c'est les médecins qui montaient dans les médias pour parler de sida, alors qu'on ne les voyait pas quand on parlait de l'accident de la circulation. Et en définitive, on a eu ce qu'on a eu, mais on aurait pu éviter, parce qu'il faut toujours essayer d'associer toutes les bonnes volontés sans forcément s'attendre à ce qu'elles demandent d'être payées. Alors Ferdinand Nana Payon, tout à l'heure vous avez évoqué votre proposition de 500 francs. 5 francs par jour pour les livres. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'environnement avec les prix sur le marché, cher, moins cher ou plus cher par rapport aux années antérieures? Parce que jusqu'à présent, les parents crient que les prix sont excessivement chers. Alors moi, c'est l'homme du marketing qui va vous répondre. La notion de prix chez un homme ou une femme du marketing, elle est secondaire. C'est la notion du coût. C'est-à-dire que celui qui gagne 10 000 francs par mois, si vous lui demandez d'acheter un livre à 1 000 francs, ça constitue un problème pour lui. Celui qui gagne 100 000 francs n'a pas de problème sur le livre de 1 000 francs. Donc, les pauvres ont augmenté. Il y a de plus en plus de pauvres. Et donc, même si le prix du livre a baissé, si on regarde en valeur relative, ça a baissé. Mais par rapport au niveau de vie, évidemment, c'est intenable. C'est pour ça que je propose la solution de 5 francs le livre par jour. Parce qu'en quoi est-ce que ça valorise un parent d'acheter 10 livres à son enfant alors que cet enfant ne peut pas lire les 10 livres en même temps ou bien en un jour? Donc, en louant chaque jour 2 ou 3 livres, en payant 5 francs par livre par jour, on se rend compte qu'au bout de l'année, ça aura coûté 5 000 francs. Là où ça coûte 44 000, par exemple, pour une classe de seconde A4 espagnol, eh bien l'enfant, pour 12 livres, l'enfant aura ces 12 livres-là à 4 ou à 5 000 francs sur toute l'année, en plus des livres qui ne sont pas des livres scolaires, parce que le but aussi, c'est quand même de permettre de développer la lecture, la littérature, le goût du livre. Alors, ça chemine déjà vers la fin de cet entretien. Je voudrais revenir sur le contenu des livres. Oui. Alors, Ferdinand Nana Payon, il y a des parents qui se plaignent du contenu avec des textes qui sont liés au sexe, aux relations hommes-femmes. Bon, vous voulez évoquer la question sur le livre du C1 de sciences. Mais en fait, évidemment, il n'y a pas c'est un fake news. Les gens ont copié
quelque chose Est-ce quelque part. Il y a eu un communiqué qui est revenu pour faire des précisions. Tout à fait. Le Conseil a sorti un communiqué pour rétablir la réalité. Bon, mais moi je crois, sans trop m'avancer, que ce sont les mauvais perdants. Vous savez qu'il y a une compétition. Lorsque votre livre n'est pas retenu, vous trouvez des moyens pour... Mais ce n'est pas la première fois, puisqu'il y a eu toujours des plaintes des parents. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y avait une autre situation. Même cette année encore, à côté du CE1, il y a eu d'autres textes, il y a eu d'autres pages de livres qui ont été filmés et présentés avec des contenus où les parents... Mais ce ne sont pas des livres qui sont au programme. Ça m'étonnerait. En tout cas, pour ce que j'ai vu, il n'y a aucun livre de ce dont on a monté des textes, des pages comme ça là. Il n'y a pas un livre, pour ce que moi j'ai vu, qui soit un livre qui était au programme. Mais il y a eu un livre qui parlait de Limbe Boya qui se retrouve dans le nord-ouest. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une confusion pour le contenu, oui, avec l'éducation qu'on voudrait donner à nos enfants. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit un peu strict sur la qualité du contenu qu'on propose à ces enfants-là? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Si là-dedans, il y a des problèmes, c'est qu'il faut effectivement être encore beaucoup plus regardant parce que c'est la base. À partir du moment où un enfant se trompe à ce niveau-là, il va porter cette erreur tout le reste de sa vie. Je partage votre avis. Alors pour terminer, parlons des activités liées au 30e anniversaire de la Bourse du Livre. Ce sera quoi concrètement? On a commencé une série de conférences avec le parrain de cette édition, Alain Bélibi, le journaliste, qui a au JICAM ce mercredi qui est passé, il a donné une conférence pour les journalistes. Nous voulons intéresser beaucoup de journalistes parce que les journalistes sont au centre de tout ce qu'il y a comme développement dans un pays. Donc si les journalistes se mettent à encourager la littérature, beaucoup de gens vont s'y intéresser et nous comptons énormément sur eux. Après, nous allons dérouler notre programme de manière solennelle. Nous reviendrons à Douala pour le présenter, pour présenter au secteur privé l'intérêt qu'ils ont à supporter le livre. Parce que si nous prenons date, si dans 2-3 ans, on regarde les CV qui vont être présentés aux entreprises, on risque de trouver les stigmates du Covid-19. Donc, il y aura une partie de jeunes qui ont une licence, qui ont un BTS, qui ont un master, qui auront eu 1 ou 2 années difficiles. Et nous pensons que le livre peut rétablir ce gap-là, qu'on peut retrouver dans leur formation, dans leur cursus. Et donc, nous allons faire cette présentation. Il y aura un grand concours que nous allons lancer, concours de la meilleure lecture pour les enfants du CM2. Nous allons également lancer un concours de dictée. Nous envisageons de le faire à travers les réseaux sociaux. Vous voyez donc, le livre ne peut pas s'opposer aux réseaux sociaux. Et pour que les uns et les autres comprennent l'utilité du livre, même si c'est un combat que certains estiment perdu d'avance, il vaut mieux quand même le mener avant de se rendre compte qu'on l'a perdu. Mais je ne suis pas inscrit dans une logique de perte de combat. Je suis inscrit dans une logique de porter un challenge et de porter un intérêt qui est un intérêt commun à tous les Camerounais. Et l'astuce pour lire un livre, c'est quoi? L'astuce, c'est de l'avoir toujours avec soi. C'est-à-dire que si vous remarquez, vous allez dans un bureau, ou bien vous êtes dans un train, ou bien dans un bus, vous allez voir que tous ceux qui ont la tête baissée sont en train de regarder leur smartphone. Dernièrement, je suis allé au CHU de Yaoundé, j'ai vu l'infirmière de garde qui gère les urgences, une certaine Bernadette, à qui je rends hommage. Elle était en train de lire un roman, Le monde s'effondre, de Chénu Achebe. Et quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Je me suis dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? À côté d'elle, il y avait sa collègue qui avait son smartphone. Je suis allé dans ma voiture, j'ai offert un livre à cette infirmière, cette brave infirmière. Et lorsque je ressortais de la consultation, où j'ai passé à peu près 1 heure, eh bien, j'ai vu que sa collègue là, avait déjà pris le livre et elle était aussi en train de lire, son smartphone était à côté. Donc je pense que c'est un combat qu'on peut mener sans agresser les gens, mais on peut le réussir si, comme vous et comme toutes vos équipes, chacun y met du sien. Ferdinand Nana Payon, fondateur de la Bourse du Livre, merci. C'est moi qui vous remercie et je vous encourage, je vous félicite pour cette innovation que vous apportez à votre chaîne. Et à tout moment, nous serons toujours disposés à apporter notre modeste concours. Nous espérons que d'ici quelques jours, Canal 2 va certainement nous proposer
un programme sur la littérature. C'est en cours, hein? C'est en cours et ce sera piloté par Junior Roussin. Mesdames, Messieurs, merci. C'était l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, certainement.